Je me suis beaucoup intéressée aussi à la médecine chinoise. Et voilà, j'ai ouvert totalement les portes de mon cerveau. Et je me suis rendu compte que, manger de la viande, c'était absolument pas normal d'un point de vue historique. Contrairement à ce qu'on dit souvent. Ok, comment est-ce qu'on fait pour faire un mouvement qui est plus large que les initiés? Comment est-ce qu'on accompagne 99% de la population à changer un petit peu leur mode d'alimentation et consommation, mais sans bouleverser leurs habitudes et sans opposer les véganes et les pas véganes, les bio et les pas bio, ceux qui font les choses bien et ceux qui font les choses mal. Faire un panier prêt à être cuisiné vegan, bio, local, Paris intramuros, c'était quand même s'adresser exclusivement à des bobos comme moi, tu vois. Nous sommes riches des personnes que nous rencontrons. Bonjour à tous, je m'appelle Vincent Dallot. Je suis cofondateur de Novlini, un cabinet fondé par un trio d'étudiants entrepreneurs hyperactifs, pionniers de la stratégie digitale nouvelle génération. Je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Gross Up. Et Gross Up, c'est quoi ? C'est pour tous ceux qui sont jeunes, comme nous, ou pour tous ceux qui n'ont pas encore eu le temps de faire la rencontre qui va changer leur vie. C'est une occasion de grandir avec nous via l'échange avec des personnalités atypiques, entrepreneurs, sportifs ou même artistes. Bref, des humains formidables. Grandir, ça prend du temps, et il est temps de s'y mettre. Donc, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Gross Up. Je suis aujourd'hui avec Maxime. Salut Maxime. Salut. Et avec Camille Azoulay de Funky Veggie. Bonjour. Bonjour Camille. Du coup, Funky Veggie, pour ceux qui connaissent pas, c'est de la food tech. C'est plein de bonnes choses concentrées dans des petites boules et autres types de produits. Mais je vais vous laisser vous faire présenter l'entreprise par Camille. Donc Camille, si jamais tu peux te présenter, nous expliquer d'où tu viens, qui es-tu ? Alors, je suis la cofondatrice de Funky Veggie. Funky Veggie, c'est une boîte qui a pour mission, en fait, de t'accompagner vers une alimentation qui est plus naturelle, plus végétale, mais sans même que tu te rendes compte, et à travers le plaisir avant tout. Donc, on fait des produits qui sont avant tout hyper gourmands, avec la conviction que la gourmandise peut changer le monde, le plaisir peut changer le monde. Mais il se trouve en fait que ces produits, en plus d'être gourmands, ils ont aussi des compositions hyper clean, rien de bizarre à l'intérieur, c'est quelque chose qu'on dit beaucoup, et il y a toujours un ADN assez décalé, assez funky. Et les produits, le projet, la concrétisation de tout ça ont beaucoup évolué depuis la création, qui était il y a 4 ans. Et en fait, il y a 4 ans, par contre, la mission était déjà là, j'étais étudiante, et moi, je me destinais plutôt à faire de la com pour soit une grosse agence, soit une grosse boîte, probablement en Asie. Est-ce que tu viens d'où à la base ? C'est quoi ton background un peu, qu'on puisse comprendre ce revirement de la com à l'alimentation ? Ouais, et après je t'expliquerai du coup comment est-ce que la mission est arrivée, pourquoi ça s'est imposé. Okay, mais alors je pensais pas du tout créer ma boîte. Donc j'ai fait Sciences Po. Moi je suis parisienne à la base. J'ai fait Sciences Po, donc j'ai pas quitté Paris. Et puis je suis partie la 3e année à Sciences Po, c'est à l'étranger. Donc j'étais à Hong Kong en l'occurrence, et j'ai adoré. Vraiment. Et j'ai adoré le fait que j'ai pu beaucoup voyager quand j'étais là-bas, découvrir plein de choses, sortir vraiment de mon cocon. Et voilà, et je pense que j'étais un peu dans ma bulle jusque-là, où clairement j'étais méga privilégiée. J'avais un peu des œillards comme, je pense, beaucoup de gens qui passent leur bac et qui ont l'impression que c'est les rois du monde, ou en tout cas qu'ils ont tout compris, mais en fait ils ont tout compris à leur microcosme. Et j'ai adoré donc l'Asie, j'ai adoré ce moment où je me suis déconditionnée de plein de choses, et j'ai décidé de faire une année de plus où je suis allée à Shanghai en fait, où j'ai appris le mandarin, et voilà, moi je suis tombée amoureuse de l'Asie et je me voyais vraiment bosser là-bas. C'est-à-dire que du coup j'avais commencé à Hong Kong, j'ai fait un programme intensif de mandarin, donc c'était assez rare quand même les occidentaux qui parlaient chinois. Qu'est-ce que tu voulais faire à Hong Kong du coup ? Je me voyais, en fait j'adorais l'énergie de la Chine, en particulier plutôt Shanghai, enfin plutôt le continent, et je me voyais bosser en com, probablement pour une boîte de luxe ou un truc comme ça là-bas. Ou c'était à l'époque où Fred et Farid, qui est une agence, s'était installée assez récemment en Asie, et ça me faisait totalement rêver.
C'était vraiment, voilà, on parlait de toute l'émergence de tous ces réseaux chinois. Aujourd'hui, TikTok, on en parle pas mal, mais à l'époque, voilà, c'était vraiment le début. Et moi, c'était en quelle année pour resituer un peu C'était en 2015, 2014-2015. Okay. Ouais. Et ouais, voilà, cette frénésie-là, cette énergie-là, j'ai trouvé incroyable en Asie. Et mon frère avait vécu pas mal de temps aux États-Unis, à New York. Et en fait, j'avais l'impression de connaître peut-être les États-Unis d'il y a 50 ou 100 ans, où j'avais l'impression que tout était possible. C'était un peu le Far West. Ouais, vraiment. Et c'est vrai que quand t'es à Shanghai, tout va tellement vite, tout est tellement possible. Aujourd'hui, ça me fait peur pour beaucoup d'aspects, mais à l'époque, je trouvais ça juste fou. Mais c'est là-bas où je me suis rendu compte aussi que de l'impact en fait de nos vies et de nos modes de consommation, de nos modes d'alimentation. Qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience de ça ? En fait, quand j'étais à Hong Kong, j'avais des cours qui étaient passionnants. J'avais un cours d'histoire de l'alimentation, j'avais un cours de bouddhisme avec un bouddhiste, un moine. C'est marrant. Donc j'avais plein de trucs et j'ai rencontré plein de gens et je me suis beaucoup intéressée aussi à la médecine chinoise. Et voilà, j'ai ouvert totalement les portes de mon cerveau et je me suis rendu compte que manger de la viande, c'était absolument pas normal d'un point de vue historique, contrairement à ce qu'on dit souvent. Et deux, que en plus, dans la médecine chinoise et de manière générale en Asie historiquement, tu vois, t'as un vrai match entre la fonction de ce que tu manges et le plaisir. C'est-à-dire que c'est pas genre soit tu te fais plaisir, soit tu prends un truc qui est bon pour toi. C'est vraiment associé. Et donc là-bas, j'ai compris ça et j'ai expérimenté ça et je me suis dit, ok, en fait, nos modes d'alimentation ont un impact de ouf. Je pense que c'était plus lié au fait que moi, j'étais déconditionnée de mon milieu de d'habitude que à l'Asie. T'as eu un choc culturel un peu vis-à-vis de l'alimentation en Asie ou c'était assez occidental quand même ? Bah, Hong Kong, c'est très occidentalisé, mais Hong Kong, c'est vraiment un mix de plein de choses. Donc, il y a un peu de tout ce qu'on veut. Si on veut la jouer très chinoise, on peut. Et si on veut la jouer vraiment très européen, on peut aussi. Tout ce qui est insectes ou même viande un peu exotique. Alors, écoute, je suis pas allée si loin. Ok. C'est un peu l'image qu'on a quand l'occidental. Mais c'est un peu particulier Hong Kong parce qu'en fait, tu vois, ça te coûte moins cher de manger dehors que de manger chez toi. En gros. Et c'est un des lieux où les loyers sont les plus hauts, donc tu vis dans 3 mètres carrés. Ouais, donc t'as pas forcément de cuisine. Ouais. T'es tout le temps dehors. C'est là où, bah, du coup, moi, je cuisinais, mais, enfin, t'es pas forcément, c'est pas très propice à la cuisine puisque ça coûte moins cher d'être dehors, que tu vois tous ces marchés en plein air. Et moi, j'étais un peu rebutée par genre la viande et tous les trucs que je voyais sur les étals direct comme ça. Et donc, du coup, voilà, j'ai beaucoup lu sur l'alimentation, j'ai beaucoup appris et j'étais beaucoup dehors. Et en fait, en Chine, c'est vrai qu'ils utilisent beaucoup de viande et tout, mais à la base de leur alimentation, c'est quand même végétal. Donc bon, j'ai eu ce choc-là. J'ai été végane pendant 2 ans. En fait, quand j'étais là-bas, un peu naturellement, je suis passée à ce mode d'alimentation-là, mais sans forcément que ce soit une décision du jour au lendemain. Et quand je suis rentrée en France, j'ai dit à personne que j'étais végane parce que c'était un cliché. Je voulais pas être la fille qui était vue comme celle qui mangeait des granules de tofu, quoi. C'est vrai que c'est un peu l'image. Voilà. Et autant aux États-Unis et dans la culture anglo-saxonne, le vegan, le plant-based, il est tout à fait ok. Autant en France, c'est vraiment clivant comme mot. Et par contre, très vite, je me suis rendu compte que c'était très cool d'avoir des gens qui étaient très engagés, très initiés, un peu comme je l'étais devenue, mais que c'était pas forcément ça qui allait faire changer les choses d'un point de vue global. Et donc la question que je me suis posée, c'est ok, comment est-ce qu'on fait pour faire un mouvement qui est plus large que les initiés? Comment est-ce qu'on accompagne 99% de la population à changer un petit peu leur mode d'alimentation, de consommation, mais voilà, sans bouleverser leurs habitudes et sans opposer les véganes et les pas véganes, les bio et les pas bio, ceux qui font les choses bien et ceux qui font les choses mal. Et donc c'est comme ça qu'est née un peu la mission de Funky Veggie. En gros, quand je suis rentrée en France, je devais faire un stage en agence. Enfin, j'ai fait un stage en agence juste avant de faire mon master en com. Une agence de com, du coup, classique. Exactement. Et je m'étais battue pour faire un double diplôme en master entre donc Sciences Po Paris et une école à Shanghai. Je devais faire 1 an à Paris, 1 an à Shanghai, je devais repartir. Tu voulais absolument y retourner. Ouais, mais pour moi, c'était sûr que j'allais faire ma vie là-bas. Ok. C'était très clair.
Et en fait, je suis rentrée, j'ai commencé mon stage en agence et je me suis rendu compte que c'était pas du tout pour moi. Je pense que j'étais profondément malheureuse. Et en fait, un peu comme tu te mets à la Zumba, j'ai commencé à développer un peu la mission de Funky Veggie et tout ce qui aujourd'hui a été le socle de la boîte, plus pour moi et pour faire un truc qui me faisait kiffer. Parce que c'était ta première expérience du salariat, entre guillemets, du travail en entreprise. Alors j'avais fait beaucoup de trucs à côté tu vois, en première année, d'ailleurs j'ai bossé sur la com de Wild and the Moon juste avant l'ouverture de Wild and the Moon, qui est un des endroits un peu qui fait du fast food green à Paris. Donc j'ai toujours un peu cumulé le plus d'expériences possible. J'avais fait des stages non rémunérés l'été. J'avais fait un stage notamment à l'époque, ça s'appelait Cook in the World. Aujourd'hui, ça s'appelle Kitok, ça a été revendu à Carrefour. D'accord, ouais. Mais à l'époque, il y avait les 3 fondateurs et une armée de stagiaires dont je faisais partie. Donc voilà, j'ai pas mal fait de trucs comme ça, de manière assez spontanée. Kitok, Cook in the World, c'est moi qui leur avais écrit à l'époque en disant j'aime bien votre concept, est-ce que je peux venir cet été? Mais oui, c'était la première fois que je passais 6 mois dans une boîte quand j'étais en stage. Et voilà, je me suis rendu compte que autant j'adore la communication et j'adorais la communication, autant la communication pour la communication et pour n'importe quelle marque, j'arrivais pas, ça avait pas de sens. À côté de ça, d'un point de vue perso, c'était un moment qui est très compliqué parce qu'en fait, au départ, ce stage, je devais le faire en Asie. J'étais rentrée en France pour mon ex. Et on s'est quitté une semaine plus tard. Et voilà. Et donc, du coup, je pense que de manière générale, ma vie était un petit peu bouleversée et bosser sur l'ADN de Funky Veggie, l'ancêtre de Funky Veggie, c'était très égoïste au départ. C'était pour moi. C'était faire un truc qui me faisait kiffer, où j'avais l'impression que ça avait du sens. J'avais tous mes amis qui étaient à l'étranger à ce moment-là en plus, donc c'était vraiment pour moi. Et j'ai fait des petites formations de naturopathie à côté des cours, à côté du stage, pardon. J'ai encore énormément emmagasiné de connaissances autour de l'alimentation. J'ai beaucoup expérimenté en cuisine pour moi, pour mes potes. T'es cuisinière, tu t'aimes bien cuisiner Ouais, j'adore. Ok. J'adore en fait, avant, il y a longtemps, je voulais faire une école d'art. Avant mon bac, je voulais faire une école d'art. Mes parents m'avaient dit hors de question. Tu fais Sciences Po ou une prépa, mais la réaction classique voilà. Des parents. Et en fait, pour moi, la cuisine répond à ce besoin hyper créatif, et j'adore le côté à la fois fonctionnel et plaisir, et aussi le côté éphémère de l'alimentation. J'adore le côté tu crées une œuvre qui part quoi, qui se mange et qui a une fonction directe. Et je trouve que ça ouvre vraiment les portes de la créativité. Tu peux faire plein de choses. Bref, donc je fais ce stage, s'il se passe pas bien. J'arrive en première année de master à Paris et j'ai un cours d'entrepreneuriat avec Jacques-Henri Hérault, qui est le président de l'OM. Donc ça n'a rien à voir, mais qui fait toujours ce cours à Sciences Po, où je viens tous les ans maintenant. En tant qu'intervenante ? Ouais. Ok, trop cool. Et voilà, et il nous parle d'un concept qui s'appelle les Startup Weekends, et il nous dit faites-le, franchement, si vous avez l'occasion. Et un Startup Weekend, pour ceux qui connaissent pas, c'est une sorte de marathon entrepreneurial qui dure le temps d'un week-end. On arrive le vendredi soir, on pitch si on a une idée. Et donc soit en gros, il y a différents groupes qui se forment en fonction des votes pour différents projets. Donc moi, j'en ai fait 3. Les 2 premiers, mes projets n'ont pas été sélectionnés. Et donc j'ai rejoint d'autres projets, et j'ai beaucoup aimé. Et le dernier, je pensais vraiment pas y aller. J'avais un examen ce week-end-là, et c'était à Polytechnique. Et donc j'ai quand même fait l'aller-retour le samedi pour aller faire mon examen et repartir. Mais mon projet a été sélectionné, et par contre ça a été un fiasco total, parce que je me suis rendu compte très vite que ça allait pas du tout. C'était quoi ton projet ? Tu peux nous le pitcher comme ça de ouais, mémoire ? C'était la même chose que Funky Veggie, la même mission, et c'est comme ça qu'on a lancé la boîte. Peu de gens le savent, mais c'était des paniers prêts à être cuisinés. En exclusivité pour Gros Sub, du coup. Non, mais en gros c'était Kitok vegan bio local. Ok, d'accord. En gros, tu recevais un repas par semaine, enfin un panier pour un repas par semaine prêt à être cuisiné.
Sous forme d'abonnement, c'était ça un peu le business model? Ouais, nous, on était vraiment très utopistes, donc pas d'abonnement, je crois. D'accord, ok. Mais voilà, tu recevais tout pour cuisiner pour 2 personnes, un repas hyper gourmand et vegan, bio et local. On a commencé en étant bio et local. Ah oui, c'est une grosse contrainte. Donc, on a été un peu plus réaliste par la suite. Et bon, je me rends compte que le truc va pas pour plein de choses, pour plein de raisons. L'équipe tout de suite se désolidarise, donc c'est une sorte de fiasco. Mais je vais quand même jusqu'au bout, et le dimanche soir, je fais le pitch final, parce qu'il y a une sorte de pitch final pour fermer le week-end. Et voilà, et je sors du pitch en appelant mon frère qui m'avait un peu aidé sur la partie financière, et en lui disant, bon voilà, je vais retourner en cours lundi, et puis voilà, mais je pensais pas du tout que ça allait être ma boîte, et il se trouve qu'il y a quelqu'un qui me demande où sont les toilettes, et qui me dit, d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ton projet, je trouvais que tu le portais hyper bien. Par contre, tes slides sur les chiffres, c'est une catastrophe. Moi, je fais de la finance, mais je m'ennuie pas mal dans mon boulot, donc je prends des cafés avec des entrepreneurs qui ont besoin d'aide sur leur BP. Si tu veux, on prend un café et je t'aide. Et ce garçon, je l'ai vu 2 mois plus tard, on a pris un café. Et c'est Adrien, et c'est mon associé aujourd'hui. Ok, d'accord. Voilà. Et donc, en fait, très vite, on a commencé à se voir pour bosser sur cette partie plutôt financière. C'était vraiment juste pour lui une manière, comme moi, j'avais développé Funky Veggie pour moi-même. Lui, c'était une manière de... Pour kiffer, ouais. Ouais, de mettre un truc un peu plus stimulant dans sa journée. Ok, ouais. Lui, il approchait de la trentaine, il se rendait compte que c'était très cool d'avoir un super taf avec un super salaire, mais que ça avait pas trop de sens non plus. Et en fait, petit à petit, on s'est rendu compte qu'on était hyper complémentaires. Et on a décidé de créer la boîte ensemble. Donc Adrien a quitté son taf et on a créé la boîte en juillet 2016. Moi, c'était l'été entre ma première et ma deuxième année de master, qu'il me restait 1 an d'études. Et surtout, j'étais censée repartir à Shanghai 1 mois plus tard. Et j'ai dit à Sciences Po, en fait, non. Je me suis battue avec eux. Ils ont été hyper cool parce que j'ai réussi à négocier de rester à Paris. Donc j'ai fait ma deuxième année de master en même temps que la boîte. Et je vais m'arrêter là parce que ça fait un moment que je parle seule. Du coup, on se retrouve en 2016. Ouais. T'avais déjà un peu une idée de ce que tu voulais faire. C'était toujours ton idée d'abonnement, enfin de panier. Ouais. À la base. Alors, d'ailleurs, ça s'appelait Panier, Y-E-A-H. J'étais très fière de ce nom. Panier, ok. Les paniers. Non, en fait, avec Adrien, on voulait vraiment quelque chose de très sain. Jusqu'à aujourd'hui, on a toujours vraiment gérer la boîte en bon père de famille, et ça peut être vu de manière négative, mais pour nous c'est hyper positif, on en est hyper fiers. Ça veut dire quoi, bon père de famille? C'est en termes de management, en termes de... Ouais, alors déjà en termes d'investissement au début, tu vois, on n'a pas du tout fait de levée ou quoi au début. Enfin, on s'est dit ok, on met 1 000 € chacun, et on teste et on voit si la mission, si l'ADN, si ça prend. Donc on a créé le compte Insta. Et on a commencé en faisant des paniers prêts à être cuisinés. Pourquoi? Parce que en fait, les paniers, l'avantage c'était que c'est nous qui avons fait le site, surtout Adrien qui a fait le site. Voilà, tout seul, on a tout fait tout seul. Et d'ailleurs, il est toujours là. C'est toujours le même. Et il change le 1er novembre et j'ai tellement hâte. 4 ans, c'est pas mal pour un site. Ouais, c'est une belle durée de vie. Hein. Bah, pour un site fait maison, ouais, surtout pour un premier site, c'est pas mal quand même. Et donc on a fait le site. En fait, l'avantage c'était que les gens achetaient leur panier avant que nous on s'approvisionne auprès des fournisseurs. Ok, un peu comme le principe du dropshipping maintenant, où t'as pas de stock. Nos fournisseurs étant le Naturalia d'en bas, hein, ouais, voilà. Donc, niveau délai d'approvisionnement, ça allait. Voilà. Niveau délai de paiement aussi, j'imagine, du coup. Ouais, du coup, ça nous permettait vraiment de tester, et c'était comme ça qu'on a pensé le truc en se disant ok, faut qu'on soit agile. On avait en vision, comme on est dans une logique de démocratisation vraiment d'une alimentation plus naturelle, plus végétale, on voulait dans tous les cas s'adresser à la grande distribution à terme, mais nous on pensait plutôt commencer par les épiceries puis la grande distribution bien plus tard. Ça s'est fait, l'histoire a changé. En termes de prix, parce que Naturalia, on a quand même en tête l'image que c'est assez cher, enfin c'est quand même c'est la nourriture qui est en général plus chère que ce qu'on peut trouver à Carrefour ou à Leclerc. Et du coup, vous aviez ce coût-là déjà de base pour vos paniers, et en plus, après, vous preniez, j'imagine, une petite marge dessus pour vous financer. Ouais. Et vous arriviez quand même à faire en sorte que ça soit accessible à tous. Enfin, c'était quoi le prix à peu près? Alors, justement, il y avait un problème, c'était autour de 20 €. Pour le repas? Ouais, pour 2 personnes. Et il y avait un problème, en effet, d'accessibilité, puisque du coup, forcément, on était confinés à Paris, intramuros.
Parce qu'en plus, on livrait en vélo. Enfin, on voulait absolument tout faire bien. Et je suis très contente qu'on ait fait ça. Ça nous a permis vraiment de tester. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que dès le début, on a mis dans les paniers, à ces premiers bêta-testeurs, des produits qu'on pouvait destiner à des magasins plus tard. En se disant, on pensait pas que ça allait durer, ce concept de panier prêt à être cuisiné. Mais on se disait que c'était super pour construire la communauté et pour tester plein d'autres choses. D'accord. Mais vous en étiez conscient à ce moment-là ou ça arrivait après en vous rendant compte? Je pense qu'on s'en est rendu compte petit à petit. Ouais. Mais en fait, de manière générale, je pense que Adrien et moi, on n'était pas forcément hyper excités par le côté logistique des paniers, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est lourd quand même. Surtout qu'on les faisait chez moi, donc mon appart était devenu une fabrique. Ouais, c'était très compliqué. Et non, et en plus, en fait, on avait vraiment en tête, Adrien comme moi, le côté démocratisation. Donc on savait que dès le début, c'était pas la finalité de notre business de faire ça. Mais ça nous permettait vraiment de tester de manière agile différents produits, de voir si la communauté réagissait, si on arrivait à agréger des gens autour de ce concept. Et donc ça a été le cas. Et en fait, très vite, on a testé différentes choses. On a testé des préparations pour faire des gâteaux, type marlette, mais en version végétale. On a testé pas mal de choses. Et il y a un truc en particulier que je faisais chez moi, pour moi, qui était des boules d'énergie. Les Energy Balls. Et alors aujourd'hui, on en entend pas mal parler, mais à l'époque, c'était très niche. C'était il y a 4 ans, c'est ça? C'était il y a 4 ans, ouais. Ok, ouais. C'était très niche, ça existait en distribution uniquement dans les pays anglo-saxons, mais sous forme avec des protéines, avec des additifs. Enfin, c'était pas. C'est dans les salles de sport qu'on trouve ça en général. Voilà, c'était. Alors en France, vraiment pas du tout. Ouais. Et est-ce qu'on peut revenir rapidement sur les paniers repas? Qu'est-ce qui a pas du tout marché? Parce qu'on s'arrête souvent sur nos réussites, mais qu'est-ce qui a vraiment été l'échec le plus retentissant? Écoute, ça a pas été un échec dans la mesure où on a gagné je vais expliquer, mais en gros, on a gagné un concours pour les boules. Et donc, on a dû faire le switch très très rapide parce qu'en fait, ce concours, c'était Franprix. Et donc, on a dit, désolé, on a une priorité, ciao, quoi. C'est un peu ça qui s'est passé au bout de 4 mois. Mais le problème, en fait, je pense que nous, et je me rends compte aujourd'hui de la pertinence de ça, on se pose tout le temps la question de, certes, il y a 1000 trucs qu'on peut faire en tant que boîte, il y a 1000 opportunités, mais qu'est-ce qui sert vraiment notre mission et qu'est-ce qui fait sens pour nous et qu'est-ce que nous, on ferait mieux que quelqu'un d'autre? Et nous, avec Adrien, on était hyper marqués par le film Demain, par exemple, et par ce côté effet boule de neige, stratégie des petits pas, chacun peut faire une différence et tout. Faire un panier prêt à être cuisiné, vegan, bio, local, Paris intramuros, c'était quand même s'adresser exclusivement à des bobos comme moi, tu vois. Parce que c'est vrai que 20 € le repas, c'est quand même... ouais, pour deux. Un repas qu'on doit cuisiner soi-même en plus. Donc, Ouais. Donc, tu vois, ça servait pas à cette logique de démocratisation. Au contraire, ça renforçait peut-être même plus le côté boboisation. Ouais. Parce qu'au final, ceux que vous visiez, c'était déjà des personnes qui se rendaient dans les Naturalia, dans les Biocoop. Je pense qu'il y avait tout. Puis au début, tu sais, c'est vachement le premier cercle. Hein. Ouais, forcément. Mais il y avait tout. Mais oui, c'est sûr que en fait, même si tu cibles des gens qui sont pas forcément destinés à aller chez Naturalia, tu cibles des gens qui sont parisiens intramuros. Ça dit quand même beaucoup de choses sur leur pouvoir d'achat et sur leur vie. Et aujourd'hui, Funky Veggie, tu vois, notre client type, c'est pas un parisien intramuros. C'est n'importe qui en France. Ok. Et c'est ça notre fierté. Donc comment vous y êtes arrivé? Donc voilà, on fait ce truc. Moi, je reprends les cours, on fait ça en même temps. Le matin, je vais en cours et Adrien et la stagiaire. Ton associé est à temps plein du coup. Adrien et la stagiaire viennent chez moi le matin. Je rentre le soir de cours et je refais ma deuxième journée avec Adrien le soir. C'est assez lourd que t'as réussi à bien le gérer, ça, ce parcours d'étudiant entrepreneur. Parce que c'est quand même assez exigeant en termes de travail, de pression. C'est très exigeant. Surtout, Sciences Po, je sais pas, il y a beaucoup de cours à Sciences Po ou... Alors, en fait, Sciences Po, c'est une sorte de... Une fois que t'as compris le truc, tu vois, moi, j'avais fait quand même... j'avais fait un bac L, donc j'étais assez à l'aise à l'écrit et tout, et t'as quand même beaucoup de trucs comme ça à Sciences Po. J'avais fait un bac L, j'avais préparé en même temps que mon bac Sciences Po, j'avais fait une prépa en même temps. J'avais fait mes concours Sciences Po, j'avais fait 3 ans à Sciences Po.
tu sais ce que c'est faire une dissertation. Ouais. En fait, moi, je suis hyper reconnaissante et j'ai beaucoup aimé Sciences Po, mais c'est vrai que c'est une fois que t'as compris la patte et que tu sais ce qu'ils attendent de toi, ça devient mécanique. C'est dur à acquérir au début. Et après, bon, tu vois, c'est comme quand tu fais un plan de disserte, tu sais exactement ce qu'ils attendent de toi. Donc, et surtout, le master com de Sciences Po, il est un peu connu comme master détente. Tu vois, entre moi, si j'avais préparé l'ENA, ça aurait pas été la même histoire. Master affaires publiques, master com, c'est pas du tout. T'as déjà le diplôme, ils peuvent pas le reprendre. C'est ça, tu vois, j'avais eu ma licence, je savais comment ils réfléchissaient. Et pour le coup, s'il y a un master qui a une réputation un peu branleur à Sciences Po, c'est le master de l'école de la com. Okay. Même si on travaille quand même pas mal, mais surtout je pense que voilà, j'avais ce truc où je savais ce qu'ils attendaient de moi et c'était facile pour moi de le délivrer. Ok. Ah, donc tu faisais pile ce qu'il fallait et le reste dédié. Non, mais en plus j'ai eu des bonnes notes, mais je sais, enfin, tu vois, j'avais pris le pli. Ok. Ouais. Et donc on fait ça et on prend toutes les opportunités qui arrivent. Donc quelqu'un nous dit on a un événement pour une entreprise, on a besoin de snacks, on y va, on fait tout, on toque à toutes les portes. Et puis un jour, donc on se rend compte que les Energy Balls, les gens aiment bien. On fait évoluer en fonction des retours, tu vois, on diminue la taille, on change les parfums, on fait vraiment beaucoup évoluer. Mais à ce moment-là, on continue à les faire chez moi. Il y avait une vraie différence entre le fait de faire des boules et faire des barres de manière très classique. Ça aurait pas été plus simple justement de... Ah oui, ça aurait été faire des barres. 1000 fois plus simple. Ok. Tout à fait. Et vous n'êtes pas posé la question, vous, c'était les boules ou rien? C'était un format qu'on aimait bien, qui existait peu, et que les gens aimaient bien. Ok. On s'est pas posé, on n'a pas fait d'études de marché méga poussées à l'époque sur ça. Et donc on fait ça. Et un jour, on est à un événement où on était allé de manière gratuite, comme la plupart des trucs qu'on faisait à ce moment-là. On était au Nouma et il y avait une sorte de conf. Et il nous avait dit que si on voulait, on pouvait prendre une petite table à l'entrée et présenter nos produits. C'est ce qu'on avait fait. Et il y a une stagiaire de chez Franprix qui vient nous voir et qui nous dit, voilà, il y a ce concours, je pense que ce serait hyper cool que vous candidatiez et tout. Et nous, on l'avait vu passer, mais on s'était dit qu'on n'était pas du tout dans le champ d'application. Et on dit, bon, ok, on n'a pas l'impression d'être pertinent pour ce projet, mais ok. Et on se pointe à ce concours Franprix quelques jours plus tard et on pitch notamment voilà la boule et le projet de distribution de ce produit en disant c'est une super alternative et c'est vraiment comme ça qu'on l'a pensé, c'est une super alternative aux produits que tu peux trouver en devant de caisse parce qu'en gros aujourd'hui quand tu veux un snack en magasin type Franprix, soit t'as une pomme, ce qui est sympa, mais bon, pas hyper attractif pour beaucoup de gens, soit t'as des Mars, des Twix, des trucs hyper transformés. Il y avait la marque Na aussi au bout d'un moment, je sais pas si ça existe encore ça. Tout à fait, ça existe encore, d'ailleurs ils font des boules d'énergie maintenant. Bah oui. Copier. Comme quoi ils s'y mettent. Ouais, bien sûr. Non, aujourd'hui on est beaucoup à faire les produits qu'on fait. Et donc non, pardon, pourquoi je parle de Na? Franprix, on pitch. Et avec Adrien, on pitch. À la pause café qui est juste après notre pitch, et avant notre pitch, le DG, à l'époque, donc Jean-Paul Mochet, vient nous voir. Donc déjà, Adrien et moi, on le voit s'approcher de nous, on est genre, oh mon Dieu, que se passe-t-il? Et il nous dit, bon, je vous dis, je sais pas quelle sera l'issue du concours, mais moi, je veux vous tester en magasin. J'adore votre concept, j'adore. Go. Vous aviez déjà gagné en fait. Donc on était genre d'accord, ok, très bien. Donc on n'a même pas été premier prix, on a été je crois 2e ou 3e. Mais Jean-Paul Mochet a tout de suite dit ok, je veux vous tester dans 50 magasins dans 2 semaines. Là on est en novembre 2016. Et tu tiens des premiers prix ou pas? Est-ce qu'ils ont réussi à percer Écoute, ils faisaient des trucs radicalement différents. C'est genre de la pub sur voiture. Oui, c'est rien à voir avec Franprix, enfin avec de la distribution. Ouais. Ok, d'accord. Je crois qu'on était les seuls produits, tu vois. Ok, c'est marrant ça. Mais c'est pour ça qu'on pensait pas qu'on était dans le champ du truc parce qu'on avait l'impression que c'était vraiment réinventer le service de la distribution, mais pas forcément. D'accord. Pas forcément les produits. Ok. Et vous aviez quoi à ce moment-là? Nous de notre côté. C'était les boules, ouais. On avait des boules, mais on avait. Vous aviez le produit, le design. On avait des boules qu'on avait faites chez moi, genre la veille, et on avait un pack que un pote de cours m'avait fait, vite fait,
avec sur chaque... Donc c'était déjà un pack carré, ce qui a été notre premier pack historique, et ce produit n'existe plus. Et sur chaque face, t'avais un parfum. Ok. Donc t'avais genre le parfum tarte aux pommes et on t'expliquait ce qu'il y avait dedans, etc. Mais c'était un pack bleu, pas du tout de code barre, t'avais rien. Hein. Déjà brandé Funky Veggie ou... Non, franchement, Non. t'avais notre logo, quoi. Ok. Qui était allongé d'ailleurs. C'est seulement après qu'on a dit ok, logo carré partout. Nous on hoche de la tête quand Jean-Paul Mochen nous dit ok, donc on vous lance dans une 50aine de magasins en test, sachant que t'as pas le droit de produire chez toi. Ouais, bah, pour la grande distribution, il faut trouver des fournisseurs. On n'avait rien. Donc nous on disait oui, bien sûr. Moi je cours en cours en plus. Donc Adrien se retrouve seul sur le podium sans moi. Vous êtes mis un petit peu dans la merde à ce moment-là. On s'est mis un petit peu dans la merde, en même temps je suis très contente qu'on l'ait fait. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que donc là c'était Opération Commando, on était en novembre, on était fin novembre 2016. Adrien fait une formation d'hygiène, parce qu'on était obligé d'avoir une personne dans l'équipe qui l'avait fait. On trouve un labo qu'on louait à Paris à la demi-journée pour produire, ou à la nuit d'ailleurs, parce que à ce moment-là on avait quand même très peu de temps, ou au week-end quoi. Et on embarque tous nos potes pour produire avec nous. Et on se dit, on fait ça le week-end, en fait. T'es allé voir tes potes, tu lui fais, ouais. J'ai beaucoup moins de potes depuis. Il faut que je produise 2000 boules dans la soirée. Voilà, il fallait qu'on produise 2000. Et en fait, surtout, on se disait, c'est trop cool si ça arrive dans 50 magasins, mais si personne les achète, il va rien se passer. Donc, on se met en opération commando aussi pour faire une campagne de crowdfunding, pour qu'on ait un maximum de gens qui sachent ce qu'on fait et aillent en magasin. Ok, donc pas forcément avec une visée de lever des fonds, mais vraiment de se faire connaître. D'avoir le maximum de contributeurs qui puissent ensuite aller chez Franprix, acheter les produits et faire valider le test. Donc on se souvenait de Demain, le film qui nous avait beaucoup marqué. Donc on va voir Kiss Kiss Bank Bank de manière un peu réflexe, super feeling. Et on a pondu en 2 semaines la campagne qui s'appelait Par amour des boules. Et donc en janvier on a lancé la campagne. On a dit aux clients des paniers, stand-by, on met en pause. Et on a lancé la campagne. En février, on est arrivé chez Franprix. Donc la campagne s'est super bien passée. On a fait x2, on a fait 80% du montant le premier jour et tout. On était trop contents. Vous aviez récolté combien à l'époque On avait récolté... Je sais pas. C'était le début des crowdfunding aussi. Ouais, alors c'était beaucoup moins spectaculaire qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, t'as des précédents qui ont vraiment... surtout pour tout et n'importe quoi maintenant. Maintenant. C'est vraiment le passage obligé, mais à l'époque, je crois qu'on a récolté genre 14 000. On demandait 8 000, on a fait 14. C'est pas mal quand même, parce que vous aviez... Et surtout, on avait genre 300 ou 400 contributeurs, c'est ça qu'on voulait le plus, nous. Vous avez déjà une base client, en fait. Et donc, tous ces gens-là sont allés en magasin acheter les produits une fois qu'on est arrivé chez Franprix en février. Et puis voilà, et puis ça a été le début de l'histoire, on a continué à produire nous-mêmes. Moi, je devais faire un stage que j'ai fait pour moi-même. Vous avez continué à faire des boules la nuit Voilà, donc là, c'était plus la journée. Ok, ouais, vous avez le temps. J'étais plus là. Et en fait, on n'arrivait à trouver personne pour produire parce que c'était un produit qui n'existait pas, qui était cru, qui était très très compliqué. En forme de boule, ça doit être un peu compliqué. Il n'y a pas de moule ni rien. Ouais. Par rapport à une barre. On avait toujours l'impression que le mois prochain, on allait enfin réussir à trouver quelqu'un pour produire, mais on a pris 1 an et demi. Oui, quand même. Ouais. Qu'un an et demi à faire des boules. Ouais, un an. Vache. Et en novembre 2017. Du coup, on pouvait pas augmenter le nombre de magasins Franprix aussi parce qu'on pouvait pas suivre. On voulait aussi vraiment découvrir comment c'était les rayons et les magasins. Donc, on avait nous-mêmes la volonté de passer en fait de magasin en magasin, de livrer les magasins en direct. C'est ce qu'on a fait pendant 8 mois avec Adrien, avec notre petit caddie, passer de Franprix à Franprix. Et enfin, en novembre 2017, on a réussi à trouver un partenaire pour produire avec nous. Et c'était grâce notamment à une stagiaire ingénieure agro qu'on avait recrutée, qui a été notre premier CDI, Zoé, qui est toujours là. Et voilà, on a enfin pu donc passer à la centrale Franprix, passer à davantage de magasins. Voilà, en 2017, c'était la sueur, beaucoup de sueur, un seul client. Et voilà, on a vraiment tout fait nous-mêmes. Et en 2018, petit à petit, d'autres enseignes sont arrivées. Mais c'était un peu particulier parce que nous, on pensait que de manière assez organique, on allait commencer par des petits
des petites épiceries, de la grande épicerie, maison Plisson et tout. Et au final, d'un coup, bam, et puis surtout, évidemment, ils voulaient pas de nous. Ouais, bah ouais. Aujourd'hui, on y est, mais à l'époque, ils voulaient pas de nous, et donc, c'était très difficile d'avoir d'autres clients. Parce qu'au final, a posteriori, c'est plus facile de rentrer chez un Franprix ou dans une petite épicerie? C'est quoi le plus simple, en fait? Mais c'est beaucoup plus simple de rentrer dans une petite épicerie. Ok, donc vous avez vraiment eu un coup du sort un peu... Ouais, je pense qu'il y a eu une brèche à un moment... Vraiment, aujourd'hui, le groupe Casino est en train de structurer leur accompagnement à des jeunes boîtes comme nous. Mais nous prennent comme exemple, et c'est vrai qu'on est arrivé à un moment où voilà, il y a eu un changement de DG, une vision qui était ouverte, et on a pu rentrer là-dedans. Mais aujourd'hui, je pense que ils sont plus à même de comprendre les besoins de jeunes boîtes, mais c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, il y a plus de concurrence du coup aussi. Il y a plus de concurrence, et le groupe Casino est pas prêt à accompagner des boîtes comme ça, gratos, ouais, forcément. Juste par bonté d'âme, même si évidemment c'était pas par bonté d'âme, puisque on travaille ensemble, mais quand même, Jean-Paul Mochet nous a accompagnés depuis le début de manière très bienveillante. Et aujourd'hui, Jean-Paul Mochet est président de Monoprix, Naturalia et Franprix. Ok. Et voilà, et donc c'était très compliqué parce que on avait que Franprix et que les autres regardaient un peu notre marque en se disant bon, c'est qui ces petits rigolos qui débarquent et qui comprennent pas ce que c'est la grande distrib. Du coup, ça s'est passé comment sur la suite pour essayer de rentrer dans les autres Bah, ça a été super compliqué. Déjà, très vite, on s'est rendu compte qu'on pouvait rendre le produit encore plus gourmand en le fourrant. Donc, on a fait beaucoup de R&D, nous, de notre côté. Et on a réussi à développer Cœur de Boule. Donc, retour en cuisine, là? Ouais. Mais ça, c'était avec notre sous-traitant. On a vraiment bossé main dans la main avec lui. Et donc, Cœur de Boule. Ça, je crois que c'était lancé en 2018, donc un an plus tard. Bah, en fait, c'était juste du travail au corps. C'était la grande distribution, c'est harceler les acheteurs. Et petit à petit, il y en a un autre qui fait confiance. Donc l'autre se dit ok, ouais, c'est juste effet domino. Et puis nous, on a été beaucoup aidés aussi par notre communauté. C'est-à-dire que c'était très légitimement. Est-ce que vous vendiez en direct aussi ou vous reposiez essentiellement sur les distributeurs? Le e-shop est arrivé beaucoup plus tard, et puis en plus le e-shop jusqu'à récemment avait pas trop de raison d'être parce que tu vois, tu vends tes produits à l'unité. Moi, t'as pas trop les gens ont pas trop d'intérêt à aller sur un e-shop indépendant pour acheter 3 snacks. Ouais, forcément. Aujourd'hui, ça a du sens parce qu'on a une gamme qui est plus large, on a de l'apéro, on a du petit-déj, mais à l'époque, c'était pas forcément hyper pertinent. Et je me suis perdue. Je disais les nouveaux distributeurs. Ouais, et du coup, la communauté, pour le coup, a vraiment joué parce que c'était très crédibilisant de dire, regardez, on a X followers, et ces gens-là, ils sont très engagés, et si on leur dit, allez à ce magasin, ils y vont. Donc ça a été vraiment une richesse qu'on a eue depuis le début, et on a réussi à bien surfer sur la vague Instagram. C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de croître sur Instagram, je pense. Mais voilà, nous, on est arrivé à un moment qui était assez propice à ça. Et c'était impossible d'aller dans des Naturalia quand on était déjà chez Franprix auparavant? Non, ça peut... C'est pas un argument qui permet de rentrer facilement. Alors ça, c'est fait partie des hypocrisies de la grande distrib. Ouais. Mais en fait, t'as pas le droit d'avoir la même marque en ce qu'on appelle GMS, donc c'est les magasins très conventionnels, okay. Et en GSS, qui sont les magasins bio. Donc, par exemple... en fait, c'est vraiment pour entretenir l'impression d'une différenciation entre les magasins. Mais par exemple, Provamel, qui est une marque qui est en GSS, donc en magasin bio, c'est Alpro en GMS. Bjorg, c'est la même entreprise derrière. Ok, d'accord. Ouais, c'est des produits qui sont très très similaires. Bjorg en GMS, c'est Bonne Terre en GSS. Quand tu dis très similaire, c'est... Mais tu peux avoir le même lait végétal. Sans problème. Ok, d'accord. Ah oui, c'est vraiment c'est juste du packaging qui change, une nouvelle marque, un Voilà, c'est vraiment un branding. Sauf que nous, on n'a jamais voulu faire une deuxième marque parce qu'on est très attaché à Funky Veggie et qu'en plus, on a créé des choses avec Funky Veggie qu'on n'a pas envie de recréer. Et puis en plus, ça nous ressemble tellement, tu vois, c'est comme si tu te dédoublais. Puis en termes de valeur, c'est un peu, enfin, pas vraiment une traîtrise, mais enfin, c'est quand même. Il y a 2 exceptions dans les rayons. Il y a tout ce qui est baby food, grâce notamment à Good Goût,
qui a été vraiment pour nous Good Goût est the exemple en grande distribution de boîte qui a réussi à faire changer les choses. Pas seulement là-dessus, surtout sur la partie composition et tout ça. Donc Good Goût parce que en fait il y a un moment où les magasins bio et les magasins conventionnels avaient tous besoin de produits comparables à Good Goût et qu'il y avait que eux qui l'offraient. Et il y a une autre exception qui est assez drôle, c'est Nocciolata. Et parce que en fait une pâte à tartiner sans huile de palme à l'époque c'était tellement différenciant que ça répondait à un besoin très très fort, et autant en magasin bio qu'en magasin grande distrib. Et ça, ces règles, c'est établi à quel niveau? C'est établi en termes de, par les distributeurs entre eux? C'est pas écrit. D'accord. C'est tacite. C'est du non-dit. Okay, je croyais qu'il y avait une norme c'est pas, non, il y a rien de légal, hein. Ouais, ouais. Mais c'est comme ça. Ok. C'était au début un choix que vous aviez regretté ou... Non, parce que pour nous, ça faisait sens d'être accessible. C'est sûr que au début, on s'est rendu compte, on a dû faire des sacrifices. On pouvait pas être bio. On pouvait pas être bio en bossant comme ça avec Franprix en direct, parce que c'était pas possible si on voulait avoir un prix qui était raisonnable. Donc on s'est dit, ok, on met ça de côté et on passera au bio quand on pourra se le permettre. Et il y a 1 an, nos volumes ayant augmenté, on a décidé de tout passer au bio sans changer nos prix de vente. Ça, c'est ce qu'on a fait récemment. Et ça a été possible en termes de business plan, de marge, c'était réalisable, ou comment vous avez fait du coup? En fait, quand nos volumes augmentant, nos matières premières auraient pu nous coûter moins cher. Et nous, on s'est dit, plutôt que de gagner en marge, on va réinvestir ce qu'on a réussi à faire en économie d'échelle. Vous aviez pas d'investisseurs à l'époque, même maintenant? Si, mais nous, nous déjà jusque-là, on a que quelques petits investisseurs qui sont plutôt des business angels, qui étaient plutôt pertinents en capital, mais on n'est pas une boîte, qui a été très dépensière jusque-là. Et ça fait partie de notre ADN de se dire, on n'est pas parfait, mais on y va pas à pas et on fait de mieux en mieux. Donc, ils vous ont pas mis de bâton dans les roues à ce niveau-là quand même? Parce que vous avez quand même sacrifié entre guillemets. Je crois qu'on n'a même pas posé la question. Ok, je trouve que vous avez de la chance quand même. Je crois qu'on n'a même pas posé la question et que tout le monde a trouvé ça très bien. Vous avez de la chance. Non, mais en même temps, on n'aurait jamais choisi des investisseurs qui n'étaient pas alignés avec nous sur ce genre de sujet. Donc, Donc du coup, passage au bio il y a 1 an. Ouais, du coup, vous avez commencé full vegan en fait, c'est ça? On est toujours full vegan, mais on n'a jamais dit ce mot et on ne le dit pas. D'accord, pourquoi? On dit vegan friendly. Parce que vegan, c'est un truc qui est très marqué, et en plus, vegan, ça sous-entend que tous les aspects de ta vie, ça sous-entend que c'est vraiment un mode de vie et que tu refuses l'oppression, d'utiliser des produits d'origine animale, quel que soit le domaine. Donc tu portes pas de cuir, nanana. Nous, on n'est pas une entreprise végane dans le sens où dans l'équipe, il y a des gens qui portent du cuir. Et en plus, on prône pas forcément une alimentation 100% végétale. Juste, on accompagne les gens vers une alimentation plus naturelle, plus végétale. On dit pas arrêtez tout et arrêtez d'acheter du yaourt. Donc voilà, notre premier message, c'est la gourmandise. Et après, si tu veux aller plus loin, tu vas voir derrière que nos compositions sont hyper propres, qu'on est 100% vert sur Yuka et tout. Mais nous, notre premier message, c'est hyper bon. Ok. Et ça aurait peut-être été plus simple si on avait commencé par les magasins bio, pour te répondre du coup. Ouais. Mais on sait pas parce que on n'a pas eu l'occasion de tester. Après, peut-être que commencer par les magasins bio et en étant avec cette étiquette un peu plus vegan du coup, contrairement à ce que vous faites actuellement, ça aurait peut-être été plus difficile après pour démocratiser le produit en fait. Les gens justement seraient peut-être dit moi je suis pas vegan, du coup c'est pas pour moi quoi. Ouais. Carrément. Nous encore aujourd'hui, on s'appelle quand même Funky Veggie. On a fait genre la foire de Paris où j'ai eu, on a des gens qui passent devant notre stand et qui disent non mais moi j'adore le saucisson, c'est mort. Et t'es genre oui. L'un n'empêche pas l'autre. Ouais, non, c'est sûr que pour notre mission de démocratisation, ça fait vachement plus sens d'être en grande distribution classique. On a encore beaucoup de chemin à faire, je pense, sur ça. Typiquement, on a commencé avec des snacks qui sont en devant de caisse, et les snacks de devant de caisse, ça concerne quand même principalement des gens urbains, pressés, plutôt CSP+, et on est assez lucide sur le fait que c'est pas des produits que tu consommes partout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui,
on a vocation à se développer sur des produits plutôt fond de rayon et qui remplissent un vrai besoin partout. Typiquement la pâte à tartiner, qui est le produit dont on est le plus fier aujourd'hui. Parce que c'est la première pâte à tartiner sans huile de palme, mais sans huile du tout. Et bio, moins 50% de sucre, et surtout hyper bonne. Grâce à un ingrédient qu'on sent pas du tout au goût, mais qui est l'oreille rouge. Et ça, tu vois, n'importe quel parent est concerné, n'importe qui, juste qui est gourmand, est concerné par la pâte à tartiner. On a tout ça dans notre imaginaire, et on a tous envie de se faire plaisir avec un truc à tartiner. Donc ça, c'est quelque chose qui a vocation à parler à tout le monde, beaucoup plus que des snacks. Surtout, c'est un marché qui existe déjà, en fait. C'est ça. Parce que là, du coup, vous deviez convaincre soit des gens qui achetaient déjà des snacks, soit des gens qui n'en achetaient pas, d'acheter spécialement ceux-là, en fait. Exactement. Alors qu'une pâte à tartiner, c'est déjà quelque chose qu'on peut acheter naturellement. Ouais, et en plus, dans l'alimentaire, les gens sont pas hyper susceptibles de bouleverser leurs habitudes. Tu te plugues à quelque chose d'existant et t'es pas là pour changer du tout au tout la manière de manger des gens. Donc nous, ce qu'on aime faire et ce qu'on fait, c'est que on s'intègre aux habitudes des gens en le faisant mieux à la fois pour eux et pour la planète, mais sans même qu'ils s'en rendent compte. Ok. Moi, j'ai très bien compris comment t'es passé de 0 à 1 et même de 1 à 10. Mais comment est-ce qu'après, entre le moment où t'es sélectionné sur Franprix, tu commences à être distribué, tu fais à la main pendant plus d'1 an, comment est-ce que t'as grossi suffisamment à la fois sur les réseaux sociaux, en créant ta communauté, là on est dans tes bureaux, en créant une équipe, en développant un nouveau produit. Comment est-ce que ça s'est fait et comment aujourd'hui t'arrives à être présent en fond de rayon avec la pâte à tartiner. Puis en créant l'esprit surtout, parce que c'est coloré, il y a un esprit qui a l'air quand même assez agréable chez vous. Merci. L'appart, le bureau, c'est un ancien appart, donc je pense que tu le sens un peu aussi. Ouais. Et qu'on est dans une chambre là actuellement. Écoute, je sais pas, probablement, mais en effet, tu vois, ce cagibi qu'on utilise pour ranger nos affaires, ranger nos stocks en partie, c'est une salle de bain. Si tu ouvres la porte, tu verras qu'il y a une douche. D'où la cuisine. Voilà, on a une cuisine et tout. Ouais. Donc, écoute, ça s'est fait de manière assez organique. Je suis assez perchée, je suis assez convaincue que ce que tu dégages te revient d'une manière ou d'une autre. Donc l'ADN pour moi et l'esprit, la mission de la boîte, c'est le plus important et c'est ce qui est là depuis le début. Et c'est ça pour moi notre richesse. Tu vois, aujourd'hui, entre notre chiffre d'affaires, notre nombre de magasins et notre communauté et juste ce qui nous rend nous uniques, je trouve que c'est ça le plus important. C'est vraiment juste l'ADN et pourquoi est-ce que c'est nous qui sommes les plus pertinents pour faire ça, parce qu'en effet on peut être copié dans tous les sens, mais ta vision, ta mission, il y a que toi qui l'as. Et donc ça, sur Instagram, à chaque fois on revient à notre mission. Comment est-ce qu'on peut accompagner les gens vers une alimentation plus naturelle, plus végétale, mais dans le plaisir avant tout? Au lieu de spammer les gens en montrant nos produits toute la journée, on va proposer concrètement des recettes. Donc chaque post c'est un descriptif de recette, simple, gourmande. Parfois t'as nos produits, parfois t'as pas nos produits. Mais du coup, on propose un service au-delà de nos produits. Et donc c'est très concret et c'est ça aussi qui a fait qu'on a grandi assez rapidement sur ce réseau. C'est que c'est utile au quotidien pour les gens. On a aussi pas mal envoyé de produits à des influenceurs, des choses comme ça. Moi personnellement, en leur écrivant et en étant hyper honnête et hyper transparente. Et ces influenceurs ont beaucoup joué le jeu de nous mettre en avant, de parler de nous de manière hyper transparente et gratuite au début. Comment t'as réussi à les convaincre de faire ça gratuitement? Mais tu sais, les influenceurs, c'est des gens très gentils. Non, en vrai, les influenceurs, franchement, en plus beaucoup aiment pas trop ce mot, mais tu sais, tu t'envoies un message pas trop mal écrit en disant voilà. Non mais voilà, en disant ou avec des mais tu vois, en disant voilà, je m'appelle Camille, je suis la cofondatrice de Funky Veggie, j'adore ce que tu fais. Petite phrase sur un dernier contenu que la personne a posté, genre j'ai adoré ton truc sur un. Je pense que ce qui est hyper important, c'est que on se rende compte que tu parles à quelqu'un et que tu sais qui c'est. Ouais. Que c'est pas un message type. Moi, tu vois, mon message, c'est toujours été, voilà, j'ai créé ça, j'adore ce que tu fais, ça me ferait trop plaisir de te faire goûter. Est-ce que ça t'intéresse? Et si oui, je t'en envoie. Point. Et
en général, les filles, parce qu'il y a quand même beaucoup de filles, nous en tout cas, qu'on a contactées, étaient ravies de pouvoir, déjà pour elles-mêmes, découvrir ce genre de produit et puis partager ça avec leur communauté. Donc elles ont... Je veux dire, j'ai pas eu de vidéo YouTube gratos, hein, mais et genre c'est pas des influenceurs qui ont 2 millions de followers. Oui. Mais du coup c'est des. Enfin moi aujourd'hui je préfère 1000 fois travailler avec plein de petits influenceurs qu'avec des gros, parce que ils ont des communautés qui sont beaucoup plus engagées, que c'est vachement plus sincère. Plus et puis spécifique, personnellement, surtout. moi j'ai beaucoup plus confiance en tant que consommatrice en ces gens-là. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir cette mauvaise image un peu des influenceurs. Je pense à tous ceux qui viennent de la télé-réalité ou quoi, qui vendent un peu, pas de la merde, mais souvent il y a quand même pas mal d'histoires où on voit que c'était un peu de l'arnaque, avec des produits de basse qualité. Ouais. Donc c'était pas. Mais c'est vraiment une minorité. Ouais. Beaucoup assimilent influenceurs à télé-réalité. C'est ça, non, mais en fait. c'est un mot qui est énormément connoté, mais c'est des créateurs de contenu avant tout. Ouais. Et c'est juste, moi, les influenceurs avec qui on aime travailler, c'est des gens qui te parlent comme ils donneraient un bon plan à leurs copains, en fait. Donc, pour eux, ce que on leur proposait de tester nos produits, c'était un bon plan qu'ils auraient pu partager à leurs meilleurs potes. Et bon, il se trouve qu'ils ont des gens qui les suivent. Mais c'est vraiment, moi, je défends beaucoup les influenceurs parce que c'est des gens qui font un travail de malade, qui a l'air d'être hyper simple, mais en fait, qui demande beaucoup de travail derrière. Et forcément, t'as certaines personnes, comme dans tout métier, comme dans toute communauté, qui abusent ou enfin voilà, qui sont pas exemplaires. Et du coup, ça dégrade l'image de tout le monde. Mais la plupart des influenceurs, c'est des gens qui font un travail de ouf, qui sont hyper connectés, qui ont un travail dur, intelligent, qui sont très intelligents, qui sont des très bons communicants. Et ceux qui durent, c'est des gens qui font ça parce qu'ils aiment ça et parce qu'ils sont authentiques. Parce que tu sais, ça se voit, un influenceur qui a de l'achat ou un influenceur qui fait... Enfin, ça peut durer quelques mois, mais ça durera pas très longtemps parce que les marques peuvent pas rémunérer des influenceurs qui ont pas d'engagement du tout, tu vois. Donc voilà, les influenceurs, ça fait vivre plein de jeunes boîtes et c'est des super relais. Ok. Et du coup, pour poursuivre un peu sur la question qu'on t'a posée, d'où te vient l'identité, pourquoi funky déjà en fait? Je me posais la question en entrant. C'est quoi le rapport entre les boules et le funk? Pourquoi funky? Parce que le plaisir est notre gros credo. C'est-à-dire qu'on pense... C'est un peu la théorie du nudge. Je sais pas si vous voyez. Ouais. Peut-être que j'explique. Oui. Ouais, carrément. Ouais, vas-y. Le nudge, c'est en gros partir du principe que pour changer les choses, t'es obligé de considérer l'humain comme un animal et de réfléchir de manière un peu personnelle, égoïste. Donc typiquement les deux Dan, on pourrait dire à tout le monde, pour l'intérêt général, roulez moins vite, ce serait génial. Personne ne le ferait. En revanche, si tu mets un deux Dan, la personne a intérêt pour elle-même, pour ne pas abîmer sa voiture, à ralentir. Donc, son égoïsme contribue à l'intérêt général sans qu'elle s'en rende compte. Nous, ce qu'on se dit, c'est, on a tous plein de bonnes résolutions, on a tous envie de s'améliorer sur nos modes d'alimentation, de consommation, dans les faits. T'as passé une journée intense, ce soir, t'as peut-être envie de te faire un apéro avec une bière avec tes potes, tu vois, et quelles que soient tes résolutions, tu reviens souvent sur ces pattes-là. Parce qu'on est humain, parce qu'on a envie de se faire plaisir, parce qu'on a des vies qui sont remplies, parce qu'on a 1000 excuses qui font que entre ce qu'on aimerait être et ce qu'on est vraiment, il y a un petit gap. Donc nous, notre conviction, c'est que on peut faire changer les choses avec plaisir, avec gourmandise, et que c'est justement ce plaisir qui peut être un déclencheur de changement. Donc c'est en mangeant des trucs qui te font kiffer que finalement tu peux avoir un meilleur impact sur toi, sur la planète. C'est ce qu'on essaie de faire. C'est ce qu'on essaie de rendre possible. Parce que tu vois, quand je te dis notre mission, c'est de faciliter la transition vers une alimentation plus naturelle, plus végétale, c'est pas ce que je dis au consommateur. La première info qu'il a, c'est juste que le pack est sympa et que ça a l'air bon. Point. Donc funky parce que oui, le végétal est au cœur de ce qu'on fait, mais que le plus important, c'est le plaisir et le côté décalé et le fait qu'on s'amuse en faisant tout ça.
non seulement on a envie que les gens s'amusent quand ils consomment nos produits et qu'ils soit dans l'univers Funky Veggie, soit en écoutant le podcast, en lisant le livre, ou en goûtant les produits. Mais aussi, nous, on a envie de kiffer ce qu'on fait, parce qu'on n'a pas créé nos boîtes pour avoir un job classique. Et du coup, pour élargir un peu la question de l'alimentation, du coup, la théorie qui est du nudge, qui est qu'il faut du coup pousser les gens à faire ce petit effort-là en les contraignant, en fait, enfin, d'une manière ou d'une autre. En les contraignant ou alors en comblant ce gap. Nous, excuse-moi, vas-y. Non, je voulais juste rebondir sur le nudge, peut-être pour que tout le monde comprenne. Le nudge, c'est aussi, dans la rue, là, il y a eu le Covid, c'est simplement mettre des flèches au sol pour essayer de guider les gens. Donc une flèche dans un sens, une flèche dans l'autre, avec un trait au milieu, et naturellement, les gens vont aller dans un sens et les autres vont s'écarter. En gros, c'est ça. Je savais pas cet exemple. Ouais. Cool. En gros, c'est ça, et c'est peut-être plus clair pour les auditeurs. Donc du coup, vous faites la même chose, en essayant de pousser les gens à manger des trucs qui sont meilleurs pour eux, sont meilleurs pour eux sans qu'ils aient l'impression qu'ils fassent un effort, c'est ça? Exactement. Et du coup, en analysant ça, enfin, sous ce prisme, est-ce que tu penses que toutes les incitations qu'on a à manger plus bio, même à manger moins de viande, est-ce que tu penses qu'elles sont assez soutenues par ce type de stratégie, de ce type de réflexion? Typiquement, on voit les experts qui nous disent d'ici 2050, on mangera des insectes, ou alors on pourra plus manger de viande. Est-ce que tu penses que c'est la bonne manière de faire? Si tu dis juste ça, il se passera rien. Ouais. Du coup, ce serait quoi, à ton avis? Ce qui change, c'est déjà l'offre. En fait, si tu me dis, si je suis un gros viandard et que tu me dis, c'est mal de manger de la viande, ok, je m'en fous. En revanche, si tu me dis, mais goûte ce truc, c'est trop bon, comme le fait Beyond Meat ou plein d'autres alternatives végétales, ou en France, on a Harry & Co qui est quand même hyper bon sur ça. En fait, je mange un truc qui est bon. Et ça veut pas dire que je vais arrêter de manger l'autre chose, mais petit à petit, je vais de plus en plus y prendre goût et je vais faire évoluer mon assiette, et puis peut-être que demain, je préférerais, en termes de goût, manger ça versus la viande. Donc c'est vraiment ce truc progressif. Et en fait, si on reste en plus sur le côté théorie, moi il y a un autre livre en particulier qui m'a beaucoup influencé, qui était sur les habitudes. Je crois que ça s'appelle The Power of Habits, pouvoir des habitudes, et qui montre un truc hyper intéressant, c'est que c'est pas en supprimant une habitude que tu peux la faire évoluer, c'est en la remplaçant. Par exemple, si tu te dis, ou en gros en mettant en place des systèmes, c'est-à-dire que tu vas arrêter le café par exemple, ou tu vas arrêter la clope, il faut que tu mettes en place un autre système de récompense pour changer ton habitude. Donc au lieu d'arrêter totalement la clope, au lieu de te dire j'arrête de consommer une cigarette, je me mets à faire une marche en écoutant de la musique. J'arrête le café, non, plutôt je commence à boire du thé, ou je commence à je me souviens aussi de Pauline Léniaud qui disait que elle, pour se mettre à la course, elle s'autorisait un chocolat chaud après sa course, et qu'elle n'avait le droit de se prendre que si elle faisait sa petite course à pied. Donc tu vois, ce truc de récompense, et au lieu d'enlever des choses, plutôt rajouter des choses. Dans l'alimentation, c'est vraiment ça. Moi, tu vois, le meilleur conseil que j'ai quand on veut faire évoluer son alimentation, c'est de rajouter des légumes plutôt que d'enlever des choses à son alimentation. Donc, manger des fruits et légumes, tu vois, super cool, je trouve, comme 5 fruits et légumes par jour. Ouais. Mais voilà, de manière générale, je pense que c'est pas dans la privation et dans le côté sacrificiel que, sur le long terme, on peut vraiment faire évoluer nos habitudes. Et je m'inclus là-dedans, hein. Tu vois, je pense qu'on est tous, en fait, on n'est pas fait pour le côté punition. Ça t'est jamais arrivé à la fin d'une grosse journée à parler boules toute la journée, que tu manges un gros McDo Un McDo, non. McDo, non, mais c'est vrai que mon rapport à l'alimentation est vachement plus tolérant qu'il y a quelques années, et vachement plus indulgent, et d'abord avec moi-même. Ouais, carrément. Et puis, je sais que ça casse un peu le mythe pour plein de gens, enfin quand on voit le truc de l'extérieur. Et j'ai eu la discussion avec d'autres amis entrepreneurs qui ont le même sujet. Moi, autant j'adore les boules et tout ça, autant je suis incapable d'en manger en dehors du travail. J'ai l'impression de travailler, tu vois.
Et je le fais que quand je suis en vacances, mais j'arrive pas en fait. J'ai l'impression de bosser. En même temps, t'es entouré de ça toute la journée, ça doit être un peu compliqué. Surtout si t'as travaillé sur le packaging, sur l'histoire, ça doit te ramener à Paris. J'ai l'impression de pas le faire pour moi. Tu vois, d'être forcément dans le critique en me disant attends, elle est à combien de mois cette boule, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux et tout. Enfin, je suis pas du tout détachée. Ok. Et du coup, pour revenir un peu sur ces histoires d'habitude, est-ce que tu as une technique particulière pour t'améliorer Est-ce que tu as un exemple, par exemple, de moment où tu as réussi à instaurer une habitude positive? Est-ce que tu as un exemple personnel? Surtout, comment tu fais, en fait? C'est ça qui est intéressant. Pour mettre en place une habitude? Ouais. Comment toi, tu fais? Je pense que déjà, je pars du principe en tout cas, moi, je fonctionne par phase. Là, je peux pas tout mettre en place d'un coup. Il y a des phases où je vais être hyper dans le sport et trop cool. Il y a des phases où c'est juste pas la priorité. En ce moment, tu vois, je fais des travaux chez moi, je vis chez mes parents, les salles de sport ont fermé. Donc j'ai beaucoup d'indulgence et j'ai beaucoup de travail en ce moment. Donc, j'ai beaucoup d'indulgence envers moi-même sur ça. Et je suis OK sur le fait que je suis dans une phase où aller au sport tous les jours n'est pas possible. Que j'ai pas envie que mon énergie étant une ressource finie, je la mets pas là-dedans aujourd'hui. Donc je suis assez détente sur ça, qu'il y a des phases dans ta vie, il y a des chapitres, il y a des moments. Je fonctionne plutôt au mois, tu vois, je sais que voilà, là genre ce mois-ci ça va être comme ça. En revanche, c'est aussi une question de priorisation. Si le mois prochain, je me rends compte que j'ai vraiment envie de faire du sport, je dirais non à d'autres trucs. Et tu planifies à l'avance ou juste tu te rends compte sur le moment que c'est comme ça? J'aime bien planifier. Enfin, j'aime bien en gros avoir une vision globale et savoir quels vont être les temps forts des mois qui arrivent. Tu vois, là, on arrive sur une fin d'année qui va être très intense. Les moments pour moi et les moments de sport notamment sont essentiels pour mon équilibre, sont hyper importants. Mais ils vont être moins réguliers qu'à d'autres moments. Donc ouais, j'aime bien planifier. Après, en fait, je pense que ce qui fait pour moi la différence, c'est que je considère mon énergie et ma volonté vraiment comme une ressource finie. Tu vois, tu peux pas tout mettre. Donc c'est des choix. Et c'est comme si j'avais un bocal et que il fallait que chaque partie de ma vie, je le cale là-dedans. Et donc il y a des moments où je vais moins voir mes potes. Il y a des moments, voilà, ça dépend vraiment. Le truc le plus important pour moi, personnellement, et qui est le plus dur à mettre en place, et je crois que je suis pas la seule, c'est j'ai besoin de moments de rien. J'ai besoin des moments seuls. J'ai besoin de moments vides dans mon agenda. Et c'est très dur parce que t'as vachement de culpabilité, tu sais pas trop quoi faire en plus quand t'es tout le temps dans la logique de l'action tout le temps. Dès que t'as rien à faire, t'es genre un peu perdu. Donc ça, pour moi, c'est hyper important, prendre du recul, sortir de ce que je fais et juste avoir l'impression que ce que je fais, je le fais parce que j'ai envie de le faire et par plaisir. Je sais pas si ça répond tout à fait à des questions, mais voilà, juste, je fais le choix conscient de me dire, voilà, je vais mettre mon énergie là-dedans et donc je vais prioriser ça dans les semaines qui viennent. Et ça veut dire que je vais déprioriser ça. Ok. Et j'imagine en tant que CEO, ça va être plus facile à déprioriser certaines choses que d'autres, non? Ouais. Qu'est-ce qui passe à la trappe? C'est voilà. C'est la question. Qu'est-ce qui est accessoire? Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui passe à la trappe? Alors c'est très dur, moi j'ai vachement du mal à dire non. Mais je pense que tu vois là dans les semaines qui viennent, ce qui passe à la trappe, ça va être moi je fais beaucoup en général de déjeuner, de trucs pour un peu m'ouvrir l'esprit, parler avec des entrepreneurs de gens dans d'autres secteurs. Ça va passer un peu plus à la trappe, même si ça me fait mal au cœur. Ce qui va passer à la trappe, c'est malheureusement tu vois les moments avec l'équipe un petit peu. On passe du temps ensemble, mais on passe moins de temps ensemble forcément. Il y a plein de sujets opérationnels où juste c'est pas la priorité en termes de travail. Tu vois, l'influence là, j'ai pas le temps, on n'a pas le temps en ce moment dans l'équipe. Moi, j'ai pas trop de problèmes à déléguer. Donc je délègue beaucoup, mais on est quand même une équipe limitée, donc et je peux pas déléguer à l'infini. Ce qui est non négociable, si j'ai des trucs non négociables, c'est le temps seul. J'ai besoin de temps seul, sinon je pète un câble. La liberté,
Je peux bosser jusqu'à tard s'il le faut, je peux me remettre à bosser après dîner, il y a pas de souci, mais j'ai besoin, si j'ai envie de me casser à 15h taffer chez moi, de pouvoir le faire. Je suis comme ça, je fonctionne comme ça. C'est un truc que tu permets au sein de Funky Veggie Ouais, mais en fait, l'équipe adore être au bureau. Ils veulent pas trop faire de télétravail, donc je crois que je suis la seule. Donc j'ai besoin donc temps seul, vraiment liberté, c'est hyper important pour moi. M'alimenter bien. Je sais que dans les phases, voilà, c'est vraiment genre la base. Du temps avec mon associé. Au niveau du taf, c'est vraiment du temps avec mon associé. C'est hyper important pour nous. Parce que sinon on n'est pas alignés. Enfin, c'est vraiment la base et on a besoin au moins une fois par semaine. On se prend un moment où on est hors les murs, on n'est pas au bureau. C'est du non négociable. La réunion d'équipe hebdomadaire et les réunions, on a quelques réunions d'équipe hebdomadaire qui sont non négociables. On a 3 en particulier. 3, c'est un chiffre qui est venu comme ça ou... Non, c'est juste que, on a la réunion nouveaux produits. Okay. La réunion du rêve, qu'on appelle réunion du rêve, qui est la réunion du lundi. Réunion du rêve. On va s'arrêter là-dessus. Ça m'intrigue, ça. Réunion du rêve, c'est le lundi. C'est quoi? Et la boîte à idées. Ok. La réunion du rêve. Ça, c'est un nom qui... c'est un nom qui... Voilà, non, mais en gros, ce qui est non négociable, c'est ça. Puis après, en perso, c'est du temps avec mon mec, du temps avec mon chien, et du mouvement. Donc, voilà. Là, en ce moment, je peux pas faire du sport, mais par contre, je marche entre 1 heure et 2 heures par jour. J'ai besoin de ça. Donc, c'est des besoins qui sont très primaires, tu vois. Ouais. Ok. Très, très primaires. Et la réunion du rêve. Ouais, la réunion du rêve, ça m'intrigue. Ouais, bah oui. Maintenant que t'en parles. Ouais. Alors, avant, c'était cette réunion-là, c'était le premier truc qu'on faisait le lundi matin et ça s'appelait le Monday Morning Meeting. Ok. Et en fait, on petit déjeuner en même temps. Mais il faut bien, voilà, on s'amuse au quotidien, chez Funky Veggie. C'est clair. Et donc c'était en gros genre petit déj et on donne un peu. Alors à l'époque, donc on était un peu plus petits quand on faisait ça et on faisait un truc que j'avais instauré, c'était on faisait un tour de table où chacun disait les 3 kiffs de son week-end, qui était trop cool, mais au bout d'un moment qui prend vraiment beaucoup trop de temps. Et puis donc en janvier, on s'est rendu compte que ça faisait quelques mois que c'était plus possible, hein. On était trop nombreux, ça prenait trop de temps. Puis en fait c'était un peu stressant de commencer le lundi par une réunion. Enfin moi personnellement, arriver au bureau, savoir que il y avait le petit déj alors que tu sais que t'as une boîte email remplie, que t'as plein de trucs à prioriser, c'était un peu stressant. Et du coup, on l'a appelé la réunion du rêve. On a fait un séminaire en janvier et on a tous brainstormé sur l'équipe, le RR. Et en gros, vous aimez bien les acronymes. Ouais, on aime bien. Nous, on avait un team meeting, on paraît très... C'est un team meeting du lundi matin aussi. C'était pas terrible. Ouais, c'est pas ouf. Que... C'est pas ouf. D'ailleurs, l'histoire du nom était très drôle. Je vous raconterai si vous voulez. Et donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on commence une fois par mois, on fait un gros point sur les objectifs de chacun par pôle. On s'est un peu basé sur le système des OKR. Mais les OKR, c'est un système d'objectifs en fait en entreprise qui est assez intéressant. Okay. C'est Objectives, Key Results, un truc comme ça. Oui, c'est comme des KPI. Mais nous, on trouvait ça trop chiant OKR, donc on les a appelés les Funky Objectifs. Vous avez une culture d'entreprise qui est assez forte quand même. Ouais, écoute, on s'amuse comme on peut. Et donc voilà, une fois par mois, on fait le gros point sur les objectifs. Sinon, juste une fois par semaine chacun. Et on donne aussi nos chiffres du mois, on partage avec toute l'équipe. Et sinon, juste chacun raconte un peu, met sur un doc qu'on a des infos qu'il veut partager avec tout le monde. Enfin, on a une plateforme pour toute l'équipe qui s'appelle Monday, sur laquelle on travaille tous ensemble. On est aussi dessus. Trop bien. Donc, et après, pré-Covid, normalement, on déjeune tous ensemble. Mais là, on peut pas. Ouais, ok. Donc, on fait des trucs de team, mais on a fait un déjeuner de team mercredi, tu vois, mais on en fait beaucoup moins. Moi, ça m'intéresse de savoir entre l'organisation au sein de ta boîte, ce que tu fais avec ton associé, comment vous partagez le travail, comment tu as délégué les tâches, qu'est-ce que tu gardes. Ouais, alors moi, je suis très créative à la base et au départ, pas du tout opérationnelle. On a vu avec tous les noms. Ouais, mais je suis pas du tout seule maintenant. Adrien est vraiment comme moi et l'équipe aussi est à fond. Tu l'as converti. Ouais. Et à l'époque, quand j'ai imposé le nom de la boule, c'était compliqué. Aujourd'hui, c'est plus du tout compliqué. Et du coup,
Moi, je m'occupe plutôt de la partie créa, plutôt vision. Je suis plutôt celle qui va être moins au bureau, du coup aussi qui va dézoomer. Beaucoup moins dans l'opérationnel. Donc, je suis vraiment là pour porter la mission et la vision de la boîte. Mais pas beaucoup moins dans l'exécution quotidienne. Dans l'exécution, surtout sur les parties plutôt produits. Mais bon, on a Zoé qui est la responsable produit qui chapeaute totalement ce pôle, qui a été notre premier CDI. Et après, je suis plus dans l'opérationnel sur la partie communication. Mais je suis plus toute seule là-dessus je suis plus toute seule là-dessus du tout. Et Adrien va être plutôt sur la partie financière et vraiment opérationnelle, faire tourner la boîte au quotidien concrètement. Donc toute la logistique, toute la partie admin, il est beaucoup plus RH que moi aussi. Il est vraiment structurant par rapport à moi. En fait, c'est assez différent. Moi, je donne les grandes. Je suis assez structurée quand même. Je pense que je suis plus structurée sur certains aspects, mais je suis beaucoup moins opérationnelle. Et j'ai un défaut, c'est que je suis incapable de faire les trucs qui me saoulent. Alors qu'Adrien, il sait faire ça. Non, enfin, j'ai vraiment du mal à faire des trucs qui sont pas créatifs ou des trucs qui sont très répétitifs. Je suis pas bonne là-dedans. Les opérations, c'est souvent ce qui se passe quand même. C'est produire, quoi. Donc ouais. Mais tu vois, Adrien, on est hyper alignés sur ça. Adrien, il adore être chef d'orchestre. Ok. Il adore ce côté, dispatché, organisé, orchestré. Moi, pas du tout. Voilà. Voilà comment on se répartit. Et après, dans l'équipe, en gros, on a 3 pôles. Pôle communication, pôle produit et pôle commercial. Et t'as 3 personnes à peu près dans chaque pôle. Vous faites toujours du sales et de la vente pour chercher des boutiques, ou maintenant c'est bon et vous faites que entretenir les relations? Non, on fait quand même. Déjà, on a toute la partie point de vente indépendant. Donc ça, c'est Julie dans l'équipe qui s'en occupe, qui fait pas que ça, mais qui fait ça parmi ses nombreuses tâches. Et après, il y a ce qui est le plus compliqué, et pour le coup, Adrien s'attelle dessus depuis un moment, et c'est très fatigant, c'est toute la partie négociation enseigne. Donc ça, c'est vraiment beaucoup de travail, et on vient de recruter notre première directrice commerciale, qui est le premier profil vraiment senior de la boîte. Une ancienne Michel Augustin et Solinest, d'ailleurs c'est Solinest. Et on est trop content que Charlotte fasse partie de l'aventure maintenant. Et c'est pour nous vraiment un gros sujet, quoi. On est trop content d'avoir quelqu'un qui nous rejoigne sur ça. Et t'arrives à garder la créativité quand tu dois maintenant aller négocier des meilleures places dans les magasins, arriver à embaucher le plus de gens possible. T'arrives encore à trouver de la créativité, ou c'est plus compliqué? Alors, négocier les trucs dans le magasin, du coup, c'est pas moi, mais c'est quand même une grosse partie opérationnelle. Sur plein, enfin, pas forcément, c'est pas aussi opérationnel qu'Adrien sur certains sujets, mais quand même, t'as beaucoup de sujets quotidiens. C'est assez dur, mais c'est pour ça que les temps de rien sont indispensables, en fait. C'est que à partir du moment où tu rentres dans la spirale, moi j'ai facilement tendance à avoir l'impression que ce que je fais c'est par obligation, contrainte, et dès que je rentre dans cette logique là, je sais qu'il faut que je prenne du recul, et en fait naturellement le plaisir revient, et quand le plaisir revient, la créativité revient. Mais c'est pour ça que j'ai besoin un peu de prendre du recul, et je respecte maintenant les moments où j'ai pas de créativité, et je sais que c'est quelque chose qui revient, qui est juste c'est de l'essence, ça repart. Il faut être patient et faire des choses qui me nourrissent d'abord. Et donc dans le travail, il y a plein de choses qui me nourrissent. Tu vois, dans les collabs qu'on est en train de travailler, il y a plein de trucs. Donc je suis excitée sur 50 projets qu'on a. Donc c'est juste avoir un équilibre entre, évidemment, il y a des choses que je fais qui me passionnent pas autant, mais m'assurer qu'il y a des projets qui me passionnent vraiment, qui me nourrissent au taf et en dehors du taf. Et ça relance la machine, en fait. Tu nous parles de tes projets, du coup, c'est quoi vos next steps pour les mois qui arrivent là? Le next step, écoute. Le projet qui se fait vibrer actuellement là. Alors, si t'as le droit d'en parler, bien sûr. Ouais, alors en novembre, on a beaucoup de trucs en fin d'année, donc je suis très très contente. Déjà, on peut peut-être commencer par la pâte à tartiner. Ouais. Peut-être nous refaire un pitch pour tous ceux qui ne l'ont pas encore testé. La pâte à tartiner, en fait, nous, on part beaucoup de notre bon sens et de nos besoins en tant que conso.
dans le rayon pâte à tartiner en supermarché, la seule allégation saine que t'as, c'est le sans huile de palme. Ça nous semblait la moindre des choses. Ok, enfin en fait, vous voulez une médaille pour le sans huile de palme, c'est juste normal qu'il n'y ait pas d'huile de palme. Donc nous on s'est dit ok, comment on peut aller plus loin, et c'était le bio aussi, peut-être l'autre allégation un peu healthy. Donc nous on s'est demandé comment on pouvait aller plus loin, et on s'est dit on va faire une pâte à tartiner sans huile du tout. On a testé plein de choses différentes, et on a notamment testé d'intégrer une légumineuse pour compenser au niveau de la texture l'huile. Et en Asie, on utilisait beaucoup, il y a beaucoup de desserts avec du haricot rouge ou avec d'autres légumineuses. Et Julie dans l'équipe qui a aussi vécu en Corée, qui connaissait bien ce genre de dessert. Et du coup, on a testé plein de trucs différents. Et au bout de quelques mois, au bout de beaucoup de tests, on a réussi à mettre au point Ouf, qui est donc la première pâte à tartiner sans huile de palme ni huile du tout, moins 50% de sucre, faite en France, bio. On est super fiers. Et on vient de lancer le nouveau parfum à la cacahuète, là, il y a un mois, en début septembre, je crois. Et donc voilà, ça c'est vraiment un produit dont on est hyper fiers, qui en plus, tu vois, est entre Nutella et Nocciolata, avec un score Yuka évidemment incroyable, et qui est en plus pas délirant en termes de prix, qui coûte 3,95. Donc on est très content de ce produit, et surtout on est très content des retours qu'on a dessus. Et sur le nom. Ouais, ouf, ouais. Alors, on a beaucoup galéré sur le nom. Ok. Et c'est pas moi qui l'ai trouvé. Ça a failli s'appeler comment? Pâte à tartiner rebelle, à un moment. D'accord. Ouais. C'était un peu négatif, pâte à tartiner rebelle. Ouais. Ou révolté. C'est un peu violent. Ouais. On a eu des trucs comme ça. Et puis, en fait, c'était le premier jour d'une stagiaire ingénieure agro. Et... on avait fait un gros brainstorming avec toute l'équipe. C'était pas le premier qu'on avait fait sur le sujet, vraiment, on trouvait pas. Et là, vraiment, pour nous mettre tous dans le bain, je commence le brainstorming par une méditation de groupe que j'ai animée. C'est incroyable. Et donc bon, et en fait, non, mais vraiment, tout le monde c'est dommage parce que je le fais plus, mais j'en ai fait pendant le séminaire aussi et tout, et l'équipe kiffe trop. Et donc méditation puis brainstorming, et c'était open bar, on peut avoir toutes les idées qu'on voulait, et moi je dis beaucoup ouf, et en fait au départ on a cherché plein d'acronymes de ouf, soulagement ou non mais genre ouf, putain c'est ouf, okay. Je le dis énormément, et donc je sais pas, et en fait on cherchait des acronymes, on a cherché plein de trucs, et en fait ouf c'est arrivé de l'acronyme officiellement une folie. Et voilà, on testait plein d'acronymes. Faudrait que je retrouve le doc qu'on a où on avait mis toutes nos idées. Et voilà, cette stagiaire dit mais Camille, mais tu dis tout le temps ouf, mais on peut l'appeler ouf. Donc au départ, on a essayé de faire passer l'acronyme sur le facing. On n'a pas réussi. Ça rentrait pas, donc juste ouf. Donc juste ouf. Et en fait, on s'est dit que c'était parfait parce que finalement, on peut le lire de plein de manières différentes, mais c'est ouf, enfin une pâte à tartiner qui est à la fois gourmande et qui a une composition irréprochable. Pour la com, j'imagine, c'est quand même plus simple. Ouais, non, franchement, on est trop content de ce nom. Après, le problème, c'est que nos noms étant assez marqués, il y a un moment où il faut que Funky Veggie, faut que les gens se souviennent davantage de ouf que de Funky Veggie parfois. Mais bon, c'est sympa quand même. Ok, trop cool. Et du coup, les next steps, il y a un prochain produit qui t'excite là Écoute, ouais, en novembre, on sort une nouvelle gamme au petit-déj dont je suis très excitée. Donc je peux peut-être dévoiler un tout petit peu. Un petit peu de teasing. Mais c'est... comment est-ce que je pourrais... On peut en manger avec la pâte à tartiner. Ok. Voilà. C'est très très cool et je suis trop fière de ce produit. Et d'ailleurs, tu vois, on commence à lisser un peu les noms pour que Funky Veggie émerge. Ça a pas de nom complètement dingo. C'est un nom sympa, mais rien de... C'est pas du tout dans le même esprit que les autres. C'est un acronyme ? Non. Non, c'est un nom qui est plutôt descriptif en fait. Ok, d'accord. Et il y a ça, il y a un autre truc dont je peux faire un petit spoiler par contre, c'est on lance donc notre nouveau site et en fait on le bosse depuis des mois de manière éco-conçue. Ok. Donc on va faire une grosse communication autour de tout ce qui est pollution digitale et beaucoup de pédagogie parce qu'il y a beaucoup de
fausses infos, on n'est pas forcément sensibilisé, on a l'impression que tout est hyper digitalisé, mais en réalité t'as quand même des serveurs à un endroit et que tes mails non lus ils polluent d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, on l'a fait de manière totalement éco-conçue, on est trop content avec une super agence et il est trop beau. Donc il sort en même temps que le prochain produit. J'ai failli le dire. et non, et après il y a plein de petits trucs qui m'excitent, qui semblent anecdotiques comme ça, mais tu vois, par exemple sur la pâte à tartiner, sur le pack, on est en train d'affiner l'épaisseur du pot en verre, qui a 40% de verre recyclé à l'intérieur, pour finalement utiliser moins de matériaux. C'est trop con, mais je trouve ça trop bien, ça m'excite vachement. C'est très concret en fait. Ouais. C'est assez, c'est un détail quoi, c'est un petit détail. Ouais, c'est un petit détail, mais tu sais, en fait, c'est un petit détail qui a énormément d'impact. Pour la communauté, ça doit quand même jouer. Mais tu sais, en plus, c'est vertueux sur plein d'autres aspects, parce que nous, ça baisse notre poids, donc ça baisse le transport et donc nos coûts. Enfin, tu vois, ça a vachement d'impact, un petit truc comme ça. Donc c'est très cool sur plein d'aspects. Là, on bosse sur un produit d'apéro où moi, j'ai vraiment envie qu'on revalorise à fond le Made in France. Donc, on essaie d'être encore plus engagé sur tout ça. C'est le retour de la préoccupation du local, du coup, dans le spectre. Ouais, après, on n'est pas local au sens strict, parce qu'on est quand même au niveau national au moins, tu vois, mais ouais, on aimerait vraiment, tu vois, en plus en végétal, il y a vraiment une grosse richesse en France, hein, en termes de légumineuses et tout, donc on peut vraiment valoriser des produits qui viennent d'ici. Et c'est vrai que parfois c'est un petit peu le paradoxe sur une alimentation végétale, c'est que quand beaucoup de gens deviennent véganes et se mettent à consommer énormément d'huile de coco par exemple, bon t'en trouves pas en France. Ouais, ça vient de loin. Ça vient de loin, donc comment est-ce que tu fais ta balance entre ton impact carbone et ce qu'il y a dans ton assiette? C'est très compliqué. Donc ça, je pense que il faut revenir à du bon sens et revenir à des pratiques traditionnelles, normales, et revenir à ce qu'on peut faire aujourd'hui sur le terreau français. Et après, non, moi, ce qui m'excite vachement, c'est la communauté et l'équipe. Je suis juste trop fière de l'équipe. C'est le truc dont je suis le plus fière, je pense. C'est d'avoir l'impression qu'en fait, la mission a été appropriée par d'autres et que d'autres la portent et que d'autres la vivent et que d'autres ont l'impression que ça anime leur journée et que ça donne sens à leur journée. Ça, c'est trop, trop bien. Donc, l'équipe grandit et ça, c'est très gratifiant. Trop, trop cool. Est-ce que tu as d'autres questions, Maxime, pour continuer ou... Non, moi je trouvais ça intéressant le moment. Enfin, il y a eu un long moment au tout début où t'as quand même bien parlé de la sincérité. Enfin, on sentait la mission et les valeurs de l'entreprise. Et c'était un point où on oubliait le fait que ce soit une entreprise et que derrière, t'arrives à aussi concrétiser les choses en termes d'argent, de rentabilité, etc. Ça, tu l'oubliais totalement. Du coup, maintenant, je trouve ça trop cool. J'avais une question sur le nombre il y a à peu près 80 000 abonnés sur Insta, c'est ça? Ouais. Je voulais savoir combien de personnes achetaient chaque jour des produits Funky Veggie en France. Ouh là là. Si seulement j'avais cette info. À peu près. C'est une non, question ce que je peux te dire, c'est qu'on a à peu près 1000 magasins en France. C'est une question pour Adrien, ça. Ouais, non, mais même Adrien, je t'assure, là, on est en plein dans les chiffres. Mais en vrai, maintenant, moi, j'adore les chiffres. Ah, finalement. Ouais, tu vois, j'adore les chiffres. Non, parce qu'au tout début, tu t'étais quand même vachement sur les valeurs. Oui, mais alors en fait, aujourd'hui encore, je pense que je me suis même renforcée sur certains engagements, mais surtout, j'ai l'impression qu'on est un peu en train de défricher un nouveau modèle de boîte et qu'on peut créer un nouveau modèle pour qui impact et business vont de pair. C'est-à-dire que c'est pas l'un sans l'autre. Je pense que c'est les marques aujourd'hui qui font changer les choses. Et pourtant, j'ai fait Sciences Po, j'ai plein de gens autour de moi qui se destinaient plutôt à la politique, mais je pense que plus que les institutions, c'est les marques et c'est nos choix de consommation qui font changer les choses. Donc vraiment, j'ai l'impression qu'on est à un moment où on est en train de créer un nouveau modèle. On n'est bien sûr pas les seuls. Où voilà, tu peux être viable et être durable. Tu peux gagner de l'argent et c'est cool de gagner de l'argent, c'est vraiment pas quelque chose de diabolique. C'est bien. Tu peux gagner de l'argent et faire les choses bien. Voilà, c'est vraiment un équilibre entre les deux. Tu vois, on parlait du bio, on aurait pu gagner un peu plus d'argent et pas être labellisé bio.
nous, dans ce qui était important pour nous, les deux étaient hyper importants, donc on a trouvé un entre-deux. Donc c'est vraiment... les chiffres, c'est trop bien sur plein d'aspects. Et le chiffre d'affaires, c'est hyper stimulant. Mais voilà, c'est un équilibre entre les deux. Et je pense vraiment qu'on a un moment où on peut créer des nouveaux modèles d'entreprise. C'est quoi la boîte qui t'inspire le plus sur ce côté-là? Française ou internationale? Tout à l'heure, je parlais de Good Goo, qui est pas forcément... voilà, le côté impact n'était pas forcément au cœur dès le début ou quoi, mais Good Goo, c'est un modèle que j'admire beaucoup et qu'on admire beaucoup avec Adrien, parce que c'est un modèle qui a pas levé d'argent jusqu'à 10 ans plus tard. Enfin, en gros, il y a une revente au bout de 10 ans, mais ils ont jamais levé d'argent. Ils ont fait les choses à leur rythme, de manière saine, en proposant des produits juste que eux-mêmes voulaient. Et c'est vraiment ça. Je pense qu'il faut revenir à du bon sens. C'est qu'est-ce que tu veux toi en tant que conso. Tu vas pas créer des produits pour créer des produits. Tu vas créer des produits parce que ça répond à un besoin et tu trouves pas d'alternative aujourd'hui. Donc Good Goo, c'est un vrai exemple en grande distrib. Beaucoup de gens nous parlent bien sûr de Michel Augustin. Michel Augustin, c'est hyper intéressant en termes de marque, mais par contre en termes de... Et puis bon, en termes entrepreneurial aussi, mais en termes d'impact, pour nous c'était un peu moins inspirant. Ou en tout cas en termes de... En fait, ce qu'on aime chez Good Goo, c'est le côté, ils sont construits from scratch, tout seuls. Et ils ont fait les choses avec bon sens. Donc ça, c'est un modèle qu'on admire beaucoup. Dans ce même type, tu vois, t'as le chocolat des Français qui ont fait ça aussi et qui grandissent de manière très saine et qui ont un ADN qui ne ressemble qu'à eux. Vous êtes pas du tout de coup dans la dynamique qu'on peut voir aujourd'hui dans le système entrepreneurial français, de levée de fonds à outrance, de lever pour lever. À outrance, en tout cas, non. D'expansion à l'international. Aujourd'hui, en fait, on est un peu en Belgique et on avait commencé un peu l'Europe. Ouais, je pense que c'est sûr que c'est dans nos plans un jour, mais on a l'impression qu'on a tellement encore à faire en France. Et ouais, on a encore beaucoup de trucs à faire ici. C'est sûr qu'on va vouloir... Là, on a un moment où on a envie de passer un cap fort, que tout le monde se met sur le créneau sur lequel on est, qu'on a un moment clé où les gens sont de plus en plus sensibles à ce qu'on fait et ont de plus en plus envie d'évoluer. Et nous aussi, voilà, on a tout fait un peu à l'arrache depuis 4 ans. On a envie d'apprendre, de passer des nouveaux caps et on n'a pas la science infuse et il y a tellement de gens qui savent mieux faire les choses que nous qu'on a envie d'apprendre de ces gens-là et d'investir et tout ça. Donc, on va lever des fonds, oui, mais on veut le faire de manière saine et de manière alignée avec nos valeurs et nos envies et la mission qu'on s'est donnée. En fait, on s'est toujours dit qu'on ferait ce qui est le mieux pour démocratiser l'alimentation qu'on veut démocratiser. Donc, ce qui est le mieux pour la boîte. Et après, en termes de modèles, en fait, on a différents modèles sur plein de sujets différents. Genre, en branding, Eat by Chloé aux États-Unis, c'est une chaîne de fast-food healthy. J'adore la manière dont ils communiquent, je trouve ça juste génial. Alors que en impact, l'Amazona, qui a été vraiment précurseur sur tout ce qui est cosmétique solide, et aussi un modèle juste génial. Donc c'est vraiment chaque fois on compile le meilleur des mondes. Ok. Trop cool. Du coup moi j'ai une dernière question pour toi Camille. Ça résume un peu je pense tout ce qu'on a pu dire jusqu'à maintenant. Camille, pour toi grandir c'est quoi? Grandir c'est quoi? Pour moi grandir c'est faire de son mieux. C'est être indulgent vis-à-vis de ça. C'est vraiment juste essayer, vraiment, essayer de faire mieux qu'hier. Et être OK avec le fait que c'est un essai. Et ça veut pas dire qu'on y arrive à chaque fois. Et c'est pas parce qu'on n'y arrive pas à chaque fois qu'il faut pas retenter. Donc c'est vraiment juste de l'itération et de l'itération et de l'itération et réessayer. Et voilà, grandir, c'est faire de son mieux et être indulgent avec ce cheminement-là. Ok, trop cool.
Moi, je suis trop content d'avoir fait t'avoir rencontré aujourd'hui. On a appris vraiment plein de trucs trop cool. Moi, je connaissais absolument pas le milieu du bio et de la grande distribution, de manière aussi poussée en fait. Donc, c'était très sympa. Et la mission. Moi, je pensais pas que c'était à ce point-là au cœur. Mais c'est vrai que plein de gens me disent qu'on voit pas assez. On voit souvent le branding coloré et l'Insta avec les recettes, etc. Mais on oublie le cœur de mission qui est vraiment Funky Veggie. C'est une question qu'on se pose en ce moment. On a peur d'être chiant. Surtout que c'est un thème qui va dire assez à la mode maintenant, de faire des trucs un peu vegan entre guillemets, végétal, respectueux de l'environnement, respectueux des consommateurs. Donc c'est vrai que on pourrait penser que c'est juste pour le business en fait. C'est ça. Alors que ça remonte à longtemps et c'est le cœur. Faut qu'on réussisse à le mettre plus en avant sans être chiant. C'est le gros challenge. En tout cas, merci. Merci de nous avoir reçus aujourd'hui. Et du coup, si jamais on veut se procurer tes produits, c'est plutôt quel magasin? Qu'est-ce que tu nous conseilles? Alors, vous pouvez nous suivre sur Insta Funky Veggie. On a notre site, donc qui va être refait, qui va être top. Où que vous soyez, vous pourrez commander. C'est quand le lancement, là, qu'on y soit? Le lancement, c'est le 1er novembre. Voilà, c'est écrit dans le marbre. Ok. 1er novembre, on refresh la page. Avec le nouveau produit. Ok. Les serveurs vont exploser. Et donc, voilà. Et après, Franprix, Monoprix, Carrefour, Auchan. Carrefour. Ok, dans toute la France, pas que à Paris. Ouais, alors ça dépend des produits, ça dépend des enseignes, mais par exemple Monoprix partout en France, pas de problème. Ok, trop cool. On n'oublie pas aussi ton podcast. Merci. Et ton Make livre. the World Funky et mon livre, ma vie en plus funky et veggie. Trop cool. Merci beaucoup Camille. Merci. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que normalement vous avez apprécié l'épisode. Je vous invite donc à partager ce podcast à vos amis ou à votre mamie, à nous laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast pour nous faire ressortir dans les classements. N'hésitez pas à me laisser un petit mot à hello@novligny.com et si vous voulez développer votre côté digital et innovant, notre équipe se fera un plaisir de vous aider. C'était Vincent Dallot pour Gross Up et je vous embrasse.